Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto à la demande de Cyril, donc coucou Cyril. Tu m'as demandé de te faire un tuto pour la modélisation de la charpente pour les combles aménageables. Donc je vais te faire un tuto. Pour les autres, il faut savoir, enfin pour tout le monde de façon générale, il y a deux types de charpente. Vous avez la charpente qu'on appelle traditionnelle, fait avec des bastings, des chevrons, des pannes, etc. et des arbres en bois. Et vous avez la charpente qu'on appelle la fermette industrielle qui est fabriquée en usine et qui arrive déjà toute prémontée. Donc je vais modéliser les deux types de charpente. Donc ça, le premier tuto, ça va être sur la fermette industrielle parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Vous pouvez déjà utiliser ce que on va faire aujourd'hui pour pouvoir modéliser sur vos plans, voilà, sur vos projets. Et deuxième tuto, on fera sur la charpente traditionnelle. Il n'y a pas énormément de choses qui changent entre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui change, c'est qu'on rajoute un pignon et des pannes sur la charpente traditionnelle, ce qu'on ne fait pas sur la fermette industrielle. Il y a deux façons d'installer ce type de charpente, soit sur entrée, soit sur dalle. Du coup, nous, on va modéliser de façon à ce qu'on voie les deux, à la fois entrée et dalle, enfin que vous puissiez avoir un modèle pour les deux sortes. Donc, quand c'est sur dalle, on utilise des bloches, et quand c'est sur entrée, c'est l'entrée directement qui sert de support. Voilà. Donc, on va partir sur la modélisation. Alors, autre chose à savoir, que je n'oublie pas, Revit possède ce qu'ils appellent les types de fermes, c'est-à-dire que vous avez une famille qui permet de paramétrer directement les fermes. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve le résultat absolument crassouille. Il ne fait pas les jonctions entre les différentes poutres, donc quand on voit sur plan, on se retrouve avec quelque chose de pas propre. Donc je préfère créer moi-même ma charpente plutôt que d'utiliser les fermes sur Revit. Alors, on va voir ensemble comment créer soi-même sa charpente. On ouvre vite, on arrive sur la page d'accueil, on arrive dans cette fois, on va utiliser les familles et on va faire nouveau. Dans nouveau, je vais aller choisir modèle générique métrique. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs, donc pour tous les voir. Donc, c'est vraiment le modèle générique métrique que je vais sélectionner. Ou je pourrais prendre aussi l'ossature métrique, mais je vais préférer le modèle générique métrique. Et je l'ouvre. Quand il me l'ouvre, il arrive automatiquement sur un plan de référence. Le plan de référence est une vue au sol. Donc forcément, vu que moi, ça va être plutôt une vue en plan à la verticale, je ne vais pas utiliser le plan de référence pour pouvoir modéliser ma charpente. Je vais donc aller dans les élévations et dans avant. Alors, petite chose importante à préciser, lorsqu'on commence à arriver dans la modélisation des familles, on n'est plus vraiment au niveau débutant. On commence déjà à un niveau un petit peu supérieur. Donc si vous n'avez pas encore suivi les autres tutos, si vous êtes encore complètement débutant, accrochez-vous si vous tenez vraiment à le suivre et à l'apprendre. Et voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause, à ralentir la vidéo, à repasser encore et encore. Et sinon, attendez d'avoir un niveau un petit peu plus élevé à ce moment-là. Mais je vais essayer d'être la plus tranquille possible pour qu'on puisse y arriver. Donc, une fois que je suis sur mon niveau avant, je me rends compte que j'ai un trait central, qui est un trait en pointillé vert, qui est un plan de référence, et un autre trait en pointillé vert en bas à l'horizontale, qui est le niveau de référence. Donc, je vais créer plusieurs plans de manière à pouvoir gérer ma charpente. Donc, je vais dans créer, je vais dans plan de référence, je prends le plan, je sélectionne plan de référence et je viens tracer un plan de haut en bas à la gauche de mon plan central et un autre à la droite de mon plan central. Mon plan central est dans le centre gauche-droite. Je sélectionne ensuite celui de gauche et je vais l'appeler
gauche, pour être très original. Et celui de droite que je vais appeler droite en sélectionnant le texte pour pouvoir le renommer. Je vais ensuite faire DI pour raccourci clavier, cote alignée sur les raccourcis rapides tout en haut pour ceux qui n'utilisent pas les raccourcis clavier, mais encore une fois, utilisez les raccourcis clavier, c'est important. Et je vais venir sélectionner mon plan de gauche, mon plan du milieu et mon plan de droite et je valide. Il y a un petit EQ barré qui veut dire équivalent, qui est barré pour dire que ce n'est pas équivalent. Sauf que moi, je veux que ça le soit. Donc, je vais cliquer sur ce petit EQ et il me rend mes deux plans équivalents à mon plan central qui, lui, est fixe et ne pourra pas bouger. Ensuite, je refais des i, je sélectionne le plan de gauche et le plan de droite et je valide et il m'affiche ma cote entre mon plan de gauche et mon plan de droite. Alors, si actuellement vous n'avez pas 1766, ce n'est pas grave, c'est pas le but. Ensuite, je vais dans ma barre en haut et je vais dans propriétés sélectionner ce petit symbole là qui est type de famille. Je sélectionne dessus et je vais créer un type de famille. Donc, ça me permet d'avoir des propriétés de paramètres. Type de paramètre, c'est un paramètre de famille. Je veux que ça soit une occurrence. Une occurrence, ça me permettra en fait de définir mon paramètre comme étant une occurrence, pardon. Ça me permettra de pouvoir le modifier dans les propriétés une fois que ça sera importé dans mon projet. De ne pas avoir besoin de modifier directement dans le type, je pourrais avoir accès direct. Ça sera beaucoup plus pratique. Et je vais mettre largeur. Ça sera la largeur de ma charpente. Discipline commune, type de paramètre longueur, regrouper les paramètres sous code. Tout ça, ça va très bien, je ne le change pas. Et je valide. Et je mets OK. Je resélectionne ma cote où il y avait affiché 1766. Et dans les paramètres, je vois marqué libellé. Je vais aller chercher la petite flèche qui n'apparaît pas là actuellement à côté du aucun, mais qui en fait est là. Et je descends et je vais choper largeur. Voilà, ça me permet de définir ma largeur comme je le veux. C'est-à-dire que quand je resélectionne ma cote et que je sélectionne mon texte, il me donne la cote. Et si j'ai envie de la faire de 2000, je la fais de 2000. Si j'ai envie de la faire de 3000, je la fais de 3000. Bref, je la fais de la taille que je veux. Je vais rester à 2000. Hop là. Voilà. Là, placez-vous à 2000 pour des questions de facilité de modélisation parce qu'il y a ce truc-là qui est un peu chiant. Donc, juste pour ça, mais après, vous verrez qu'on va l'adapter dans toutes les tailles autant qu'on en a envie. Je reviens dans Créer, je reviens dans Plan de référence. Je vais créer un nouveau plan. Et là, attention, c'est là qu'il faut être bien vigilant. Je vais aller sélectionner l'intersection entre mon plan de gauche et mon niveau de référence. Il faut bien que les deux plans se surlignent en bleu, c'est important, ça permet de faire l'accroche. Et je viens de le tracer dans un angle aléatoire, celui qu'on veut, je m'en moque. Voilà, comme j'ai envie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais bien attention à ce que les deux soient sélectionnés et je mets un angle aléatoire. Ensuite, je refais DI. Cette fois, je sélectionne angulaire en type de cote. DI étant mon raccourci clavier. Souvenez-vous, cote alignée. Et je viens placer mes deux cotes d'angle par rapport à mes plans de référence et mon niveau de référence. Le plan de référence de gauche que j'ai mis à un angle aléatoire, je vais l'appeler arbalétrier gauche. Et le plan de droite que j'ai mis à un angle aléatoire, je vais l'appeler arbalétrier, je vous laisse deviner, droit. Et je valide. Je reviens dans les propriétés en haut, dans ma barre en haut, et dans mon type de famille. Je reviens faire un nouveau paramètre, je fais à nouveau une occurrence, et cette fois je vais mettre angle toiture. Discipline commune toujours, type de paramètre cette fois c'est un angle, et on la regroupe sous cote, ça me va très bien, et je valide. Je sélectionne ensuite ma cote d'angle que vous avez là, je reviens dans libellé et je mets angle toiture. Idem pour celle-là, et je mets angle toiture. Et naturellement, la première s'ajuste pour être égale à la seconde parce que j'ai défini les deux comme étant identiques. C'est la même cote. Et si je m'amuse à modifier, vous pouvez voir que si je me mets à 50 degrés, à 45 degrés, ça les monte toutes les deux. À 50, ça les monte toutes les deux, etc. Si je m'amuse à modifier ma largeur, rebelote, tout ça, ça suit. Hop, vous voyez,
Je vais tirer un petit peu pour que vous voyez bien que ça suive l'intersection, ça c'est important. Je peux me remettre à 4000, je peux me remettre à 6000, ça sera toujours la même chose, à chaque fois ça suivra correctement. Hop, bah d'ailleurs maintenant je vais me placer à 4000. Allez hop, ça sera un peu plus simple et je vais me mettre en angle à 40 degrés. Voilà. Il n'a pas envie de se bouger. Voilà, c'est moi qui décide. Une fois que je vais faire ça, je vais enfin pouvoir commencer à modéliser ma charpente. Parce que là, forcément, je n'ai rien fait. Mis à part créer les plans, ce qui est en soi presque le plus important. Je vais ensuite, dans créer, je vais faire extrusion. Automatiquement, il me définit mon plan avant comme étant mon plan de référence. Je vais sélectionner le rectangle. Je vais venir dans le coin ici et je vais le placer un peu n'importe où sur la ligne en dessous du niveau de référence, mais un peu n'importe où sur la ligne de référence droite. Je verrouille ensuite tous les côtés. J'aurais pu le faire directement quand j'ai tracé mon rectangle, mais je verrouille bien mes 3 côtés. Ça, c'est hyper important. Là-dessus, je reviens faire des I. Et je vais sélectionner la ligne du bas avec la ligne du haut de mon extrusion. Je reviens dans propriété, dans type de famille. Hop, je définis encore une nouvelle famille. Et je vais l'appeler hauteur en trait. Toujours une occurrence, ça ne change pas. Et je valide. Et je mets OK. Je resélectionne ma cote, je revais dans le libellé et je redéfinis hauteur en trait. Hop. Et je revais dans mes propriétés. J'ai eu un bug. Je revais dans mes propriétés, je refais nouveau et je vais mettre largeur fermette. Hop. Et pareil, c'est une occurrence. Et je valide. Et ensuite, voilà, là dans ma modélisation, dans les propriétés que vous avez ici, dans fin de l'extrusion, je vais aller juste ici. Alors, attendez, avant, voilà. Largeur fermette, je vais définir une largeur, je vais la définir de 12 cm de large, donc 120 mm. Ensuite, dans fin de l'extrusion, je vais aller sélectionner ce petit carré là, associé au paramètre de la famille, et je vais mettre largeur fermette, et il va me bloquer automatiquement à 120. Et je vais valider. Voilà. Et vous voyez, il m'a créé mon entrée, ce qui est plutôt pas mal. Hop, il y a juste une chose, c'est que je veux que la hauteur de mon entrée soit de 200. Et je valide. Voilà. Si je m'amuse à paramétrer, à revenir donc dans mes propriétés, si je m'amuse à paramétrer et à changer la hauteur de mon entrée, dès que j'applique, ça va s'adapter automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez bien, je le repasse, soyez très attentifs. Je remets à descendre, j'applique, vous voyez, ça c'est la profondeur s'ajuste autant que je le demande. Ça c'est ce qu'on veut. Idem si je m'amuse avec la profondeur, je reviens là. Si je décide que la largeur de ma fermette, enfin la profondeur de ma fermette, d'ailleurs je vais plutôt l'appeler profondeur pour que vous puissiez, hop, pour que vous puissiez ne pas vous perdre, je vais l'appeler profondeur. Si je mets 200, dès que j'applique, hop, ça se change automatiquement. Donc je reste à 120, c'est souvent 120 la fermette industrielle. Je reviens en avant, et là, c'est un entrée. Et comme je vous ai dit, ça se fait soit la charpente, ça se fait soit sur entrée, soit sur blochet. En blochet, on est positionné sur la dalle. En entrée, c'est l'entrée qui va servir un peu à soutenir la charpente. Donc, je vais sélectionner mon extrusion et dans visible, je vais aller dans ce petit carré encore. Je vais créer un nouveau. Je vais l'appeler entrée. Je vais le définir encore comme étant une occurrence. Et je vais le valider. Et je vais mettre OK. Et là, je vais définir si c'est visible ou si c'est pas visible. Comme ça, je pourrais définir s'il est sur entrée ou sur bloche. Là, par exemple, je peux dire que c'est pas visible. Et vous voyez, automatiquement, il me le met en filigrane. Ça veut dire qu'il existe bien, mais que là, il n'est pas visible dans mon modèle. Et maintenant, je vais créer mes blochets.
créer. Alors, je vais créer un plan de référence d'abord pour commencer et que je vais venir positionner entre mon plan de gauche et mon plan central. Et rebelote à droite entre mon plan de droite et mon plan central. Je vais sélectionner le plan de gauche que je viens de créer et je vais l'appeler Blochet gauche. Avec un G, c'est mieux pour faire gauche. Gauche. Et là, idem, je vais l'appeler Blochet droit. Hop. DI à nouveau, je viens sélectionner ma largeur de part et d'autre. Donc du plan de gauche jusqu'au plan Blochet gauche et du plan de droite jusqu'au plan Blochet droite. Je viens à nouveau créer une largeur que je vais appeler largeur Blochet, que je définis encore comme étant une occurrence, que je regroupe discipline commune, type de paramètre longueur, cote, ça, toujours ça me va très bien. Je resélectionne ma cote, je revais dans le libellé et je fais largeur Blochet. Idem, je resélectionne ma cote de droite que je viens de prendre et largeur Blochet aussi. Et en largeur de Blochet, je vais définir 1 mètre par exemple, ça me paraît pas trop mal. Donc je définis 1 mètre comme largeur de Blochet. Je crée à nouveau une extrusion. Hop. Et je verrouille à nouveau tous les côtés. Hop. Enfin, les 3 côtés. Hein. Le niveau de référence, on verrouille le niveau de référence, la cote de droite et la cote Blochet droite. Et le plan Blochet droite. Idem, fin de l'extrusion, je définis ma largeur de fermette, enfin ma profondeur de fermette, pardon, et je valide. Juste une chose, je ne valide pas. Remodifier, DI, et oui, ne les oublions pas. Je fais bien attention, parce que là, vous voyez, quand j'ai pris, c'est l'extrusion sur mon entrée qu'il m'a sélectionné, c'est surtout pas ce que je veux. Donc s'il s'amuse à faire ça et qu'il est têtu, je vais aller sur Tab sur mon clavier pour bien qu'il me sélectionne le bas de mon entrée. C'est bien important. Je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre, évidemment. Hop, et là je définis à nouveau hauteur, Blochet. Et forcément, encore une occurrence. Je vais pouvoir paramétrer cette famille comme je le souhaite au moment où je l'importe dans mon projet, pour pas être bloqué. Hauteur Blochet, et je valide. Je reviens vérifier que si je change ma hauteur de Blochet, il me le change en conséquence. Tout va bien, c'est ce qu'il me fait. C'est parfait. Je reviens sélectionner l'extrusion que j'ai faite, je reviens dans la visibilité, je reviens dans associer aux paramètres de famille ce petit carré juste à côté. Je crée à nouveau, non, je vais appeler ça Blochet et je le définis comme étant une occurrence et je valide. Et là, vous voyez, il me considère que mon Blochet, c'est validé. Ensuite, on va créer les arbas. Donc, je refais une extrusion, je viens sur ce petit trait vert avec la flèche qui est choisir des lignes et je viens cliquer sur verrouiller. Je viens sélectionner mon plan arbalètrier gauche, mon plan niveau de référence. J'aimerais bien que ce soit vraiment le plan qui me sélectionne. Voilà, faites attention, il faut bien que ce soit le plan qui vous sélectionne. Pas n'importe quoi. Mon plan central gauche-droite et comme vous voyez à chaque fois il me l'a bien verrouillé. Je viens ensuite faire décaler, raccourci clavier OF, je viens mettre 200, on est bien sûr copier et je copie. Et ensuite, je viens faire raccourci clavier TR, l'outil ajuster prolonger en angle pour ceux qui ne font pas les raccourcis clavier, et je viens sélectionner la ligne qui est située sur mon plan arbalètrier gauche, la ligne qui est située sur mon plan niveau de référence, la ligne que j'ai décalée, la ligne qui est située sur mon plan centre gauche-droite et rebelote. Voilà. Donc comme ça, j'ai ma géométrie qui fait bien le tour
et qui est importante. Ensuite, je reviens faire DI. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous allez souvent utiliser ce raccourci clavier. Avec TR, DI, c'est un de ceux qu'on utilise le plus. Je viens mettre les... hop là, je vais y arriver. Mes deux grandes lignes qui font mon dessin d'arbre à l'étrier, je viens sélectionner toutes les deux pour avoir les 200 que j'ai définis. Je reviens dans propriété, je vais à nouveau ajouter un paramètre et je vais mettre hauteur, arbre à l'étrier. Je le définis aussi comme une occurrence. Je mets OK et je valide. La cote que j'ai faite, je mets hauteur arbre à l'étrier et je valide. Et alors là, maintenant, vous allez voir que c'est absolument magnifique. Si je m'amuse à changer la largeur, je passe à 5000. Hop, vous voyez, ma géométrie suit toute seule, proprement. Si je m'amuse à changer les angles de toiture et que je passe à 50 degrés, pareil, ça suit proprement. Bref, on arrive vraiment à quelque chose d'assez chouette. On va faire maintenant l'arbre à l'étrier de gauche, exactement sur le même principe. Donc, je sélectionne choisir des lignes, je verrouille et je reviens sélectionner les plans dont j'ai besoin. Toujours bien faire attention, c'est bien les plans qu'on a sélectionnés et pas les lignes qu'on a déjà dessinées. Hop. Je vous refais pas tout le discours, hein, vous aurez qu'à remettre la vidéo si vous en avez besoin. Mais ça vous donnera l'exercice de voir si vous avez bien retenu ce que vous avez fait. Tout ça, c'est bien. Hop. Je sélectionne à nouveau la hauteur en faisant ma cote DI. Je reviens encore dans mon libellé. Je reviens encore dans hauteur arbre à l'étrier. Et je valide encore. Et j'ai oublié, et c'est important, fin d'extrusion. Je reviens bien mettre profondeur fermette pour le premier comme pour le second. Voilà. Si je me mets en 3D et que je décide là de changer, par exemple, allez, l'angle toiture, je le mets à 50, la hauteur de l'arbre à l'étrier, je me mets à 250 et la largeur, je me mets à 6000. Hop, vous voyez que tout se modifie automatiquement tout seul, comme je l'ai demandé. Je vais revenir à 40, sinon je ne me retrouve pas moi. La hauteur de l'arbre, je reste à 200. Allez, pour le kiff, 250. Ça marche bien, tout va bien. Hop, blochet, tout ça, je valide. Je reviens sur ma vue avant et maintenant je vais faire mes jambes de force. Donc mes jambes de force, elles sont situées à l'extrémité de mon blochet. D'ailleurs là, la largeur du blochet est beaucoup trop petite. Alors, pour information, c'est votre charpentier qui vous définira la largeur des blochets, l'épaisseur de votre fermette, la hauteur de vos entrées ou de vos blochets, la hauteur de vos arbats, etc. Donc, nous, on le dessine à titre informatif en tant qu'archi et c'est au niveau des plans d'exécution que le charpentier nous donne le plan de charpente et que par conséquent, on peut réussir à adapter nos dessins en fonction. Donc l'avantage d'avoir créé cette famille-là, c'est que dès que le charpentier nous donne le plan de charpente, et ben on a juste à modifier les paramètres dans notre projet, donc ça simplifie énormément. Je vais créer ma jambe de force, donc recréer extrusion. Je à nouveau choisir des lignes. Je viens sélectionner mon plan bloché gauche. Je viens sélectionner mon plan niveau de référence. Je viens sélectionner la hauteur basse. Cette fois, je sélectionne une ligne que j'ai créée et non pas un plan. Je sais, ça fait bizarre, mais je vous assure que ça arrive. Donc, je sélectionne cette ligne qui est juste là, qui est ma ligne sous arbre. Ma ligne de dessous de l'arbre à l'étrier. Je vais y arriver. Qui se verrouille aussi. Et à nouveau, TR. Hop. Je décale encore au F en raccourci clavier, de 200 ça me va très bien. DI, à nouveau, je viens définir ma largeur, à nouveau propriété, à nouveau créer un nouveau paramètre et je vais me l'appeler largeur, jambe de force. Et à nouveau une occurrence. J'espère que j'ai pas oublié de mettre des occurrences partout. Je vais me faire une petite vérif pour être sûre. Hop. Non, j'ai pas oublié. C'est parfait. Et je valide.
Je sélectionne à nouveau ma cote, je reviens dans libellé et largeur, jambe de force, TR et je verrouille tout ça. Et je valide. Profondeur, fin de l'extrusion, je reviens faire profondeur fermette. Et on est bon. Je vais faire pareil avec la jambe de force de droite. Je recrée une extrusion, je reprends sélectionner mes lignes. Je vérifie bien que je suis verrouillée. Hop. Je décale à nouveau. Je refais ma cote de décalage. Je la redéfinis à nouveau comme la largeur de ma jambe de force. Hop. Et TR. Pour ajuster toutes mes lignes. À nouveau, profondeur fermette en fin de l'extrusion. Et à nouveau, on valide. Il ne reste plus qu'à faire l'entrée retroussée, qui est une entrée qui vient solidifier en fait mes deux arbalétriers. Donc ça, c'est votre entrée, voilà, c'est le dernier qui permet de solidifier l'intégralité de votre fermette. Et qui permet de définir cette fameuse hauteur sous plafond. Donc Cyril, tu me posais la question comment on définit les 1,80 avec pas les 1,80. Et ben c'est très simple, ta charpente sous 1,80, vous êtes ce qu'on appelle en surface de plancher, au-dessus d'un 1,80 m sous toiture, enfin sous plafond, vous êtes dans ce qu'on appelle une surface habitable. Donc c'est pas taxable de la même façon. Du coup, nous, on va placer l'entrée, soit, encore une fois, soit à 1,80 m, soit à 2 m, soit tout ça. Enfin, encore une fois, c'est votre charpentier qui vous le dira, ça. Mais de base, vu que c'est pour comble aménageable, l'entrée n'est jamais en dessous d'un 80. Ou très rarement en dessous d'un 80 si on est sur des combles un peu particulières. Mais voilà, on ne se met pas en dessous. Du coup, je vais aller dans Créer, je vais aller dans Extrusion à nouveau. Je vais sélectionner mes deux lignes sous arbat. J'ai oublié quelque chose, j'annule, pardon. Du coup, je vais d'abord dans Créer, dans Plan de référence, et je définis mon plan de référence que je vais appeler Hauteur sous entrée. Je vais venir à nouveau faire DI, sélectionner à nouveau mes deux niveaux de référence. Hop, je vais l'appeler, je vais le mettre à 1008 pour plaisir. Je vais aller à nouveau dans mes paramètres. Je vais à nouveau faire hauteur sous entrée. Et encore une fois, c'est une occurrence et je valide. Et je mets OK. Je sélectionne à nouveau ma cote. Je remets hauteur, non pas hauteur entrée, hauteur sous entrée. Voilà, je vais y arriver. Et je viens faire créer extrusion et je reviens sélectionner toutes mes fameuses lignes. Voilà. Donc j'ai sélectionné mes deux lignes sous arbat et j'ai sélectionné ma ligne de hauteur sous entrée. Je reviens décaler de 20 à nouveau, enfin 200 mm. Je reviens faire des i, je reviens sélectionner ma cote et je reviens créer un paramètre qui s'appellera hauteur entrée retroussée. Ça s'appelle un entrée retroussée. Je le redéfinis encore comme une occurrence, je valide, je sélectionne et je mets hauteur entrée retroussée. À nouveau TR et je réajuste toute ma géométrie. La profondeur, à nouveau la profondeur de fermette et je valide. Bon là, inutile de dire que cette toiture-là, elle ne va pas te faire gagner des masses de surface habitable. Si je me mets à 7000, ça s'ajuste automatiquement. À 4000, ça s'ajuste automatiquement. Évidemment, ça me l'a créé, ça continue à poursuivre les lignes. Donc, forcément, ça, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien. Une charpente comme ça. Donc, vous n'utiliserez pas cette charpente-là quand vous n'êtes pas en comble aménageable, quoi. Si je descends ma hauteur sous entrée à 500, par contre, là, automatiquement, ça se met comme il faut. Hop, je me remets à 1800. Je vais définir mon entrée comme étant visible ou pas visible selon ma volonté en fonction de comment je définis ma charpente. Donc, je vais mettre entrée retroussée et je vais mettre occurrence visible ou pas visible et je mets OK.
Hop, je vais refaire une largeur de 7000 et ma hauteur sous entrée à 1008, c'est très bien. Si je change mon angle de toiture et que je l'agrandis, forcément, j'ai plus de surface. Bref, vous avez tout compris. On a fini notre fermette. Je vais l'enregistrer. Fermette comble aménageable. Hop, je vais aller dans ma base de données. Et je vais le créer rien que pour toi, je le crée. Petit Cyril, t'as de la chance. Ossature, hop, et j'enregistre. On va la reprendre en avant. On va aller sélectionner l'arba, par exemple. Dans matériaux, au lieu d'être dans catégorie, je vais aller dans mon petit rectangle là. Je vais faire un nouveau. Et je vais l'appeler charpente. Voilà, je ne sais pas quel sera le bois que je vais utiliser. Donc de base, je vais mettre un bois classique. Mais votre charpentier pourra vous définir le bois, l'essence de bois et toutes ces caractéristiques techniques. Je vais mettre OK et tout ce que j'ai modélisé, je vais faire ça. Je vais l'appliquer à charpente en allant dans ce petit carré à côté de la ligne matériaux et en le définissant dans charpente. Il m'énerve ce truc. Il me gonfle quand il fait ça. Voilà. Idem pour mes blochets. Hop, et idem pour mon entrée. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. Je vous laisse suivre le tuto suivant que je vais mettre en ligne très rapidement pour le calcul des surfaces sous comble avec le positionnement des fermettes que l'on vient de modéliser. Je vous ferai un tuto aussi très prochainement pour la charpente traditionnelle, pour comble aménageable aussi. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a quelque chose que j'aurais mal expliqué ou sur lequel je me serais mal exprimée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse apporter des éclaircissements. Et pareil, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait, ouais, c'est tout là. Cyril, j'espère que c'est ce que tu attendais. Il y a le tuto suivant encore pour la deuxième partie de ta demande. J'espère que j'ai répondu au moins à 45% à ce que tu espérais. Et en tout cas, on se retrouve très vite. Je vais essayer de pas tarder à le mettre. Le montage a été un peu compliqué, donc c'est d'où le temps d'attente. Mais je fais le plus rapidement possible, c'est promis. À bientôt.